Personne n'est venu pour l'intervention cardiaque de mon fils, absolument personne, ni mes parents, ni ma sœur, ni même ceux qui m'avaient juré d'être toujours présents et je suis restée là, assise seule dans cette salle d'attente glaciale. Serrant entre mes mains un gobelet en carton rempli d'un café devenu froid tandis que mon fils Léo, qui n'avait que 7 ans et était petit pour son âge mais plus courageux que la plupart des adultes que je connaissais, m'avait souri avant d'être emmené au bloc en murmurant que tout irait bien et que je lui suffisais amplement. Je m'appelle Claire Martin, j'ai 35 ans, et si vous pensez que cette histoire se termine par un pardon chrétien, restez attentif car 3 jours plus tard, alors que la maison était enfin calme et que Léo était en convalescence, mon téléphone a vibré pour afficher un message de ma mère me demandant 10 000 € pour la robe de mariée de ma sœur comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière sans y trouver d'excuses ni de questions sur la santé de Léo, juste une énième requête, une énième exigence, car pendant des années j'avais été leur fond d'urgence, leur tampon émotionnel et leur protectrice invisible. Alors cette fois je n'ai pas pleuré ni argumenté mais j'ai simplement envoyé 1 euro avec une note leur disant d'acheter un voile puisqu'ils en auraient plus besoin que d'une conscience. Ensuite j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai bloqué tous leurs accès au compte joint que j'avais bêtement laissé ouvert par commodité familiale et 10 minutes plus tard l'appel de ma mère est resté sans réponse puis 2 heures plus tard le message de mon père est arrivé me demandant ce qui me prenait et me rappelant que nous étions une famille mais je n'ai pas répondu à cela non plus. À 9h03 le lendemain matin mon conseiller bancaire m'a appelé d'un ton prudent et répété pour m'informer que mes parents étaient à l'agence et tentaient de retirer des fonds de mon compte professionnel alors j'ai souri pour la première fois depuis des jours en lui demandant de leur dire que le temps de la famille était officiellement révolu. Quand je suis arrivée à la banque mes parents étaient déjà là, assis côte à côte comme 2 membres de la royauté offensés avec le visage crispé par l'incrédulité et la voix de ma mère a résonné dans le hall me demandant ce que signifiait ce non-sens alors qu'ils essayaient d'accéder à l'argent pour le mariage de ma sœur tandis que le directeur affirmait que j'avais tout gelé. Je suis passée devant eux, calme et assurée, en saluant d'abord le directeur pour le remercier de son appel et en lui demandant de s'assurer qu'aucune transaction ne soit effectuée sans mon consentement écrit alors que mon père serrait la mâchoire en m'accusant de surréagir. Je me suis tournée vers lui d'un ton plat en lui demandant s'il ignorait la chirurgie cardiaque de son petit-fils dont il connaissait la date exacte pour ensuite oser réclamer de l'argent pour une robe 3 jours plus tard était une réaction normale. Mais ma mère a ricané en disant qu'il pensait que c'était une procédure mineure et que j'aurais dû mieux communiquer. Ces mots m'ont frappé comme un bruit parasite, ce transfert de culpabilité si familier qu'ils avaient utilisé toute ma vie. Comme lorsqu'ils avaient raté ma remise de diplôme ou oublié mon anniversaire en disant que je prenais les choses trop à cœur mais cette fois j'ai dit doucement à ma mère qu'elle avait confondu mon silence avec de la soumission et que c'était ma faute. Mon père s'est penché en avant en rappelant qu'ils étaient mes parents, qu'ils m'avaient construite et que je leur devais le respect mais je lui ai répondu en soutenant son regard que je ne devais que la sécurité à mon fils avant que le directeur ne s'éclipse discrètement sentant l'orage arriver. Ma mère a baissé la voix pour me menacer de regret en disant que la famille ne se retournait pas contre la famille alors j'ai ramassé mon sac, celui-là même acheté avec l'argent qu'ils m'avaient emprunté sans jamais le rendre. Et je leur ai dit qu'ils s'étaient retournés contre moi au moment où ils avaient choisi leur statut social plutôt que la vie de leur petit-fils. Je suis sortie non pas en colère mais apaisée et dehors l'air semblait plus pur qu'il ne l'avait été depuis des années. L'après-midi je me suis assise au chevet de Léo à l'hôpital regardant sa poitrine se soulever au rythme des machines dans ce calme fragile et sacré quand il a ouvert les yeux pour me demander si sa grand-mère était venue. Ma gorge s'est serrée en lui répondant qu'elle était occupée par le mariage de sa tante Mathilde et il a cligné des yeux, trop jeune pour comprendre quel genre de personne ignore l'opération d'un enfant mais exige de l'argent pour une robe. Avant de murmurer que ce n'était pas grave car nous avions l'un l'autre. Ces quelques mots ont recousu en moi quelque chose que des années de thérapie n'auraient pu soigner et quand l'infirmière est entrée elle m'a dit qu'il récupérait magnifiquement bien et qu'il était fort comme sa mère. J'ai souri en retour bien qu'une partie de moi planifiait déjà l'étape suivante car je ne coupais pas seulement les liens émotionnels mais je dénouais chaque nœud financier qu'ils avaient tissé autour de ma vie. Le soir même j'ai appelé mon conseiller financier pour tout déplacer, les économies, les fonds professionnels, vers de nouveaux comptes sans aucun accès familial et quand il a hésité à propos des investissements co-signés par mes parents j'ai insisté pour que tout soit transféré. À la tombée de la nuit les transferts étaient terminés et des années de comptes partagés s'étaient envolées en un clic puis à minuit ma sœur Mathilde m'a envoyé un message disant que maman perdait la tête, que je gâchais le mariage et que papa me trouvait ingrate après tout ce qu'ils avaient fait pour moi.
J'ai tapé une seule phrase pour lui dire de répéter à mon père que la gratitude n'est pas une laisse avant d'éteindre mon téléphone et de m'asseoir près de Léo en traçant ses petits doigts repliés sur les miens. Le moniteur bipait régulièrement me rappelant que lui seul comptait et pour la première fois de ma vie je ne finançais pas leur confort mais je protégeais ma paix. Le matin a apporté le chaos sous forme de 12 appels manqués et de messages vocaux de toute la famille dont un dernier d'un numéro inconnu, un certain Samuel d'une autre agence bancaire m'informant que mes parents contestaient la propriété des comptes avec de vieilles lettres d'autorisation. Je me suis rendu à la banque avec mon classeur archivé depuis des années contenant chaque relevé et chaque signature prouvant que depuis 2017 tout était sous ma seule autorisation et qu'ils n'avaient pas contribué d'un centime. Le banquier a hoché la tête en confirmant mon contrôle légal total et en promettant de signaler leur profil pour empêcher toute future tentative alors je les remerciais avant de croiser mes parents dans le hall. Eux qui semblaient plus petits maintenant non pas par l'âge mais parce qu'ils avaient perdu leur illusion de pouvoir. Ma mère d'une voix fragile m'a accusé de les humilier mais je lui ai répondu qu'ils s'étaient humiliés eux-mêmes en privilégiant une robe de mariée au battement de cœur de leur petit-fils. Mon père a tenté une dernière fois de dire que je n'aurais rien sans eux mais j'ai souri tristement en lui disant qu'ils m'avaient surtout appris ce que je ne voulais pas devenir. Je suis passé devant eux et dehors sous un ciel gris j'ai respiré l'air froid en réalisant que je n'étais plus en colère mais simplement libérée. De retour à l'hôpital Léo dessinait et m'a demandé si j'allais bien, ce à quoi j'ai répondu que nous allions construire quelque chose de nouveau rien que tous les deux comme une équipe. 2 jours plus tard une lettre manuscrite pleine de culpabilité est arrivée disant qu'il ne voulait pas me blesser mais que le mariage était important pour l'image de la famille et me demandant de débloquer les comptes en promettant de me rembourser. J'ai plié la lettre à côté des factures médicales de Léo en savourant le contraste entre les responsabilités réelles et l'amour de façade puis j'ai rencontré mon avocate Janine qui a qualifié cela d'abus financier classique. Elle m'a rassuré sur le fait que j'avais pris la bonne décision en tant que parent et plus tard, sur la terrasse avec Léo, j'ai ri d'un petit moment ordinaire en ramassant un de ses crayons. Un dernier message de Mathilde m'a prévenu que maman prétendait que je lui devais de l'argent pour mes prêts étudiants et qu'elle pourrait ruiner mon crédit mais j'ai répondu que j'avais déjà tout refinancé avant de les bloquer définitivement. Cette nuit-là j'ai écrit dans mon journal que j'apprenais enfin que l'amour ne vous envoie pas de facture et que je n'avais pas perdu ma famille mais simplement cessé de financer ma propre douleur. Le lendemain la banque m'a appris qu'ils avaient tenté de contracter un prêt joint en utilisant mes anciens documents d'identité mais que l'alerte à la fraude avait tout stoppé. Je n'étais même plus choquée, juste confirmée dans mon choix. Janine m'a demandé si je voulais porter plainte mais en regardant Léo marcher lentement dans la cour de l'hôpital avec son infirmière j'ai décidé que je voulais juste qu'il sorte de ma vie car j'avais déjà gagné. Quand j'ai bordé Léo il m'a demandé si nous pourrions partir loin quand il irait mieux et j'ai promis de l'emmener à la plage, juste nous deux. Une semaine plus tard nous étions sur la côte bretonne où l'air sentait le sel et le pardon et je l'ai regardé courir sur le sable avec sa petite cicatrice dépassant de son t-shirt, preuve de notre survie. Mon téléphone est resté éteint, loin des exigences et de la culpabilité, au rythme de la mer qui me rappelait que j'avais brisé le cycle. Un dernier mail de ma mère annonçait qu'il vendait la maison par ma faute et que j'avais changé mais j'ai simplement archivé le message car je n'étais pas devenue cruelle, j'étais devenue consciente. Léo s'est endormi en me disant qu'il était heureux que je sois sa maman et ces mots valaient bien plus que chaque euro qu'il m'avait pris. Je savais que demain nous rentrerions pour commencer quelque chose de mieux basé sur l'honnêteté et non l'obligation. 6 mois plus tard Léo était en pleine forme et j'avais créé la fondation Cœur de Léo pour aider les parents solos à financer les chirurgies pédiatriques, transformant ma douleur en protection. Lors du lancement une journaliste m'a demandé mon inspiration et j'ai répondu que j'avais décidé que plus aucun enfant ne serait seul quand personne ne viendrait pour lui. Le lendemain j'ai reçu un chèque de 500 € de ma mère avec un mot disant qu'elle avait vu les nouvelles et j'ai versé cet argent anonymement dans la boîte de dons avec une paix étrange. Ce soir-là devant le coucher de soleil Léo m'a demandé si nous étions heureux et j'ai hoché la tête en pensant à mes comptes propres, sans manipulation. Juste la liberté qui fredonne doucement à travers la respiration d'un enfant dont le cœur bat fort et j'ai murmuré dans le noir qu'il m'avait appris ce que l'amour n'est pas tandis que mon fils m'apprenait enfin ce qu'il est.